Un avertissement ignoré, un moment d'inattention. C'est tout ce qui séparait ces 6 personnes de devenir les morts les plus stupides jamais enregistrées. Ce ne sont pas seulement des accidents bizarres ou des tragédies inévitables. Ce sont des rappels frappants que lorsque les règles de sécurité de base sont ignorées, les conséquences peuvent être absolument fatales. C'était le 22 octobre 2016 lorsque Haley Monroe, âgée de 29 ans, est montée à bord du vol 1847 pour ce qui aurait dû être un voyage routinier pour rendre visite à sa famille dans le Midwest. Administratrice de bureau extravertie de Phoenix, Haley était connue parmi ses amis pour sa nature spontanée et sa tendance à enfreindre les petites règles quand cela était pratique. Assise au siège 22C, un siège couloir, Haley a brièvement discuté avec sa voisine de siège, une étudiante de 27 ans qui semblait se concentrer sur le suivi de chaque consigne de sécurité à la lettre. À proximité, une hôtesse de l'air de 32 ans sécurisait méthodiquement la cabine, alors que les rapports météorologiques indiquaient des turbulences en air clair potentielles à venir. Un technicien médical d'urgence en congé, âgé de 41 ans, était assis 3 rangs en avant, lisant tranquillement. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière au-dessus du Midwest, le capitaine a allumé le signal de ceinture de sécurité et annoncé que tous les passagers devaient rester assis avec les ceintures attachées en raison de turbulences prévues. L'équipage a rapidement rangé les chariots de service et s'est dirigé vers ses sièges de saut, bloquant les toilettes avec des panneaux occupés, comme l'exigeait la procédure standard. De légères secousses ont commencé presque immédiatement, provoquant de légères vibrations dans toute la cabine. Malgré le signal lumineux de la ceinture de sécurité et les annonces récentes, Haley a défait sa ceinture et s'est levé pour récupérer une batterie externe dans le compartiment supérieur. Son voisin de siège a levé les yeux nerveusement, mais n'a rien dit, tandis qu'Haley se tenait sur un pied dans l'allée, tendant la main gauche pour attraper le bord du compartiment. Sans avertissement, l'appareil a rencontré une descente rapide sévère. La chute verticale soudaine a créé une apesanteur momentanée, propulsant Haley vers le haut jusqu'à ce que sa tête frappe le panneau du plafond avec une force significative. L'impact l'a envoyée culbuter vers le bas, où elle a heurté le coin rigide du dossier du siège devant elle, provoquant une hyperextension violente de son cou. Un choc latéral l'a alors projeté contre un module de service au-dessus, ouvrant une blessure au cuir chevelu avant qu'un mouvement vers l'avant ne lui projette la poitrine supérieure contre un autre coin de dossier de siège. La séquence des impacts a entraîné une fracture du crâne basilaire, plusieurs fractures des côtes et une instabilité critique entre ses 2e et 3e vertèbres cervicales. Le professionnel médical en congé s'est immédiatement déplacé pour aider, en fournissant une stabilisation manuelle de la colonne vertébrale, tandis que l'hôtesse de l'air récupérait l'équipement à oxygène et un défibrillateur externe automatisé. La respiration de Haley est devenue de plus en plus laborieuse, avant de s'arrêter complètement, son rythme cardiaque se détériorant en activité électrique sans pouls. L'équipage a commencé une réanimation cardio-pulmonaire de qualité pendant que le capitaine déclarait une urgence et se déroutait vers l'aéroport adapté le plus proche. Le défibrillateur a analysé son rythme cardiaque à plusieurs reprises, mais a indiqué qu'aucun choc n'était nécessaire, ce qui signifie que l'activité électrique était présente, mais inefficace. À l'atterrissage, les ambulanciers sont montés à bord immédiatement et ont continué les mesures de réanimation avancées, mais Haley ne montrait aucun signe de fonction neurologique. Après avoir suivi les protocoles de réanimation standards, son décès a été prononcé. Le médecin légiste a déterminé que le traumatisme crânien causé par un choc contondant et l'instabilité de la colonne cervicale haute était la cause du décès, avec une contusion pulmonaire mentionnée comme facteur contributif. La compagnie aérienne a documenté l'incident selon les réglementations fédérales, notant qu'aucun dommage structurel de l'avion n'avait eu lieu et que tout le matériel de sécurité avait fonctionné correctement. L'enquête a révélé que Haley avait ignoré plusieurs avertissements de sécurité, y compris les signaux lumineux de ceinture de sécurité, les annonces par haut-parleur et les panneaux visibles instruisant les passagers de rester assis pendant les turbulences. Sa décision de se lever et de se déplacer dans la cabine pendant une période d'instabilité atmosphérique connue a directement contribué au résultat fatal. Cet incident tragique rappelle clairement que les procédures de sécurité aérienne existent pour des raisons critiques et que la turbulence en air clair peut frapper sans avertissement, transformant les vols de routine en événements mortels pour ceux qui choisissent d'ignorer les protocoles de sécurité de base. C'était le 3 juillet 2017, lorsque Derek Vaughn, âgé de 24 ans, a grimpé sur le toit d'un parking du centre-ville de Phoenix, avec des rêves de célébrité sur les réseaux sociaux. Employé de vente, connu pour sa personnalité aventureuse, Derek avait convaincu 2 amis de l'aider à filmer ce qu'il appelait un défi d'équilibre sur le toit.
Ses compagnons comprenaient un employé de café de 23 ans qui partageait l'enthousiasme de Derek pour les cascades risquées et un livreur de 26 ans qui était devenu prudent face aux activités croissantes de leur groupe. Un agent de sécurité de 54 ans, ancien militaire, faisait des rondes programmées dans les niveaux inférieurs du bâtiment. La chaleur à Phoenix avait été implacable, avec des températures de surface sur le toit en béton atteignant des niveaux dangereux. La structure comportait un garde-corps standard, mais le plan de Derek impliquait de grimper sur le capuchon de parapet étroit de 18 pouces, se positionnant pour faire face à l'horizon de la ville. Des panneaux d'avertissement étaient affichés autour du périmètre du toit, indiquant clairement qu'il était interdit de grimper ou de s'asseoir sur les bords et que les surfaces pouvaient devenir glissantes lorsqu'elles étaient chauffées. Les récentes tempêtes de vent avaient déposé de la fine poussière et du gravier sur le parapet, créant un danger supplémentaire. Derek portait des baskets avec des semelles usées et la chaleur intense avait ramolli le caoutchouc, réduisant leur adhérence. Ses amis ont installé un smartphone sur un trépied pour capturer des secondes de Derek en équilibre avec la silhouette du centre-ville en arrière-plan. Derek a marché sur le dessus étroit du parapet, plaçant ses pieds avec les talons dépassant le vide. Il a lâché la main courante pour poser, comptant uniquement sur l'équilibre et l'adhérence entre ses baskets usées et la surface de béton poussiéreuse. Une rafale soudaine a balayé le toit, combinée à des conditions granuleuses pour créer de l'instabilité. Le pied gauche de Derek a commencé à glisser, le forçant à s'étendre maladroitement alors qu'il luttait pour retrouver son équilibre sur la corniche étroite. Malgré ses tentatives désespérées pour s'agripper au béton chauffé, ses mains n'ont pas trouvé suffisamment de friction. Son centre de gravité s'est déplacé au-delà de la façade extérieure du bâtiment, et la gravité a pris le contrôle. Derek a chuté dans les airs, frappant d'abord un rebord un étage plus bas avec une force dévastatrice sur son côté droit. L'impact a brisé plusieurs côtes et causé des blessures internes graves, mais l'élan l'a emporté plus bas dans un mouvement tourbillonnant. Son impact final s'est produit au niveau 6, où il a principalement atterri sur le côté droit de sa tête et de son épaule. Des témoins ont entendu un seul bruit sourd, suivi d'un silence étrange. Les blessures de Derek étaient catastrophiques et immédiatement mortelles. Sa paroi thoracique s'est effondrée suite à de multiples côtes fracturées, créant un volet thoracique qui a gravement compromis la respiration. Une hémorragie interne a commencé à partir d'une lacération hépatique de grade 4, tandis que son cerveau a subi un traumatisme massif en raison de fractures du crâne et d'un hématome sous-dural en développement. Ses amis ont immédiatement appelé les services d'urgence, tandis que le garde de sécurité descendait avec un défibrillateur externe automatisé. Cependant, les blessures de Derek étaient au-delà de ce que le soutien vital de base pouvait traiter. Les techniciens médicaux d'urgence sont arrivés rapidement et ont initié des protocoles avancés de traumatologie, mais la combinaison d'un traumatisme crânien sévère, d'une hémorragie interne et de blessures thoraciques s'est avérée insurmontable. Derek a été déclaré mort à l'hôpital après l'échec de toutes les tentatives de réanimation. L'enquête a révélé que Derek avait délibérément franchi les barrières de sécurité signalées et ignoré plusieurs panneaux d'avertissement. Le parking a par la suite installé des mesures anti-escalade supplémentaires et augmenté la couverture des caméras de sécurité. Cette tragédie rappelle sobrement que les cascades sur les réseaux sociaux et les comportements en quête de sensations fortes peuvent avoir des conséquences permanentes et dévastatrices lorsque les mesures de sécurité élémentaires sont ignorées. C'était le 19 mars 2016 lorsque Lila Patterson, âgée de 31 ans, s'est arrêtée sur un belvédère pittoresque le long de la côte de Big Sur, impatiente de capturer la photographie parfaite. Assistante administrative, connue pour sa personnalité extravertie et son amour des aventures en plein air, Lila faisait un voyage sur la route le week-end avec son partenaire, explorant les routes côtières spectaculaires de Californie. Son compagnon de voyage, un photographe indépendant de 33 ans, avait suggéré ce point de vue pour ses vues imprenables sur l'océan. Était également présent un couple d'âge moyen, tous deux enseignants, et un bénévole de parc de 68 ans, un garde forestier à la retraite qui éduquait les visiteurs sur la sécurité côtière. Le point de vue offrait des vues spectaculaires sur l'océan Pacifique, mais comportait de sérieux dangers. Des panneaux d'avertissement alertaient les visiteurs des bords de falaises instables formés par des formations de grès sous-coupées et des vagues scélérates. Des cordes de sécurité délimitaient les zones d'observation sûres, gardant les visiteurs loin des zones dangereuses où l'action des vagues avait érodé la falaise. Les récentes pluies avaient rendu le sol traître, avec de l'argile glissante recouvrant le sol près du bord de la falaise. Lila portait des sandales de mode à semelles plates qui offraient une traction minimale sur le terrain humide. Malgré les avertissements affichés et les barrières de cordes, Lila est sortie de la zone de sécurité, désignée pour avoir une vue dégagée sur l'océan.
Son partenaire est resté derrière la corde de sécurité, installant un appareil photo avec un minuteur. Le bénévole du parc a crié pour qu'elle reste derrière les cordes, tandis que le couple en visite a décidé que les conditions humides étaient trop risquées. La marée haute approchait et les intervalles entre les vagues devenaient plus courts et plus intenses. Les puissantes houles avaient sapé la falaise pendant des heures, affaiblissant la formation de grès déjà instable. Alors que Lila se positionnait pour la photo, une vague plus grande s'est écrasée contre la base de la falaise avec une force incroyable. L'impact a envoyé des vibrations à travers la corniche en surplomb, provoquant soudainement l'effondrement du bord de la falaise sous ses pieds. Le sol s'est effondré, créant une marche imprévue qui a envoyé Lila glisser sur l'argile glissante. Sa sandale gauche a perdu de l'adhérence alors qu'elle tentait de revenir vers un terrain stable, mais l'élan l'a portée vers le vide. Son partenaire a tendu la main instinctivement, mais n'a pas pu s'étendre assez loin pour aider en toute sécurité. Lila a chuté d'environ 60 à 70 pieds vers la côte rocheuse en contrebas. Son premier impact a eu lieu sur une étagère rocheuse inclinée, où son avant-bras droit et sa hanche ont absorbé la première force. La collision a entraîné une fracture ouverte du radius, une fracture pelvienne sévère et des blessures compressives de la colonne vertébrale. L'impact a dévié sa trajectoire vers une mare, où les vagues entrantes ont immédiatement submergé sa position compromise. Une vague suivante l'a emporté vers un passage étroit, rempli de rochers submergés. Sa tête a heurté un obstacle sous-marin, causant une fracture du crâne qui a diminué ses réflexes protecteurs. Aspiration d'eau de mer suivie lorsqu'elle a perdu connaissance. Son partenaire a appelé les services d'urgence, tandis que le bénévole du parc guidait les sauveteurs jusqu'au point d'accès le plus sûr, marquant l'emplacement avec sa veste voyante. L'équipe de sauvetage maritime a synchronisé son approche avec les séries de vagues pour l'atteindre en toute sécurité. Quand ils ont extrait Lila de l'eau, ils ont immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire, mais elle montrait une hypoxie persistante due à l'eau de mer dans ses poumons. La gestion avancée des voies respiratoires a été tentée, mais Lila n'a jamais retrouvé de circulation spontanée. Elle a été déclarée décédée sur les lieux après l'épuisement de tous les protocoles de réanimation. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était un traumatisme contondant, combiné à une noyade, avec des blessures à la colonne vertébrale et au bassin comme facteur contributif. L'incident a été classé comme accidentel, bien que les enquêteurs aient noté que le non-respect des limites de sécurité affichées était un facteur clé. Suite à cette tragédie, les autorités du parc ont étendu les barrières de cordes plus loin du bord de la falaise et installé des panneaux d'avertissement supplémentaires concernant les dangers des marées hautes et l'imprévisibilité de l'érosion côtière. C'était le 10 novembre 2018 quand Grant Whittaker, âgé de 38 ans, a pris une décision qui lui coûterait la vie dans un entrepôt à la périphérie de Columbus, Ohio. Un associé d'entrepôt pragmatique, connu pour son approche de résolution de problèmes improvisés, Grant s'était porté volontaire pour rester tard et remplacer un luminaire brûlé au-dessus de la laissette. Travaillant à ses côtés se trouvait un cariste de 35 ans qui avait la certification appropriée, un travailleur temporaire de 22 ans qui apprenait encore les procédures, et un superviseur de quart de 44 ans connu pour son adhésion stricte à la sécurité, bien qu'il soit actuellement en pause. L'entrepôt avait une nacelle approuvée pour le travail de maintenance en hauteur, mais elle était stockée à 2 allées de là et bloquée par des palettes empilées. Avec seulement 10 minutes avant que l'éclairage automatique de l'installation ne s'éteigne, Grant se sentait sous pression pour trouver une solution plus rapide. Son plan improvisé consistait à placer un escabeau sur une palette en bois, puis à utiliser le chariot élévateur pour soulever cette plateforme improvisée à environ 5,5 mètres pour atteindre l'appareil. Cela violait plusieurs protocoles de sécurité, y compris des pancartes affichées indiquant « pas de passagers sur les fourches » et les politiques de l'entreprise exigeant une protection contre les chutes appropriées. Le chariot élévateur avait une étiquette d'entretien indiquant une dérive hydraulique mineure, où le mécanisme de levage s'affaisserait lentement sous la charge. L'opérateur pensait que cela était gérable pour une tâche rapide, bien que cela se soit avéré critique pour l'accident. Grant s'est positionné sur l'échelle tout en se tenant sur la palette, et l'opérateur l'a soigneusement élevé vers le dispositif. La plateforme improvisée n'offrait pas de garde-corps, de point d'attache pour harnais de sécurité ou de protection présente sur un équipement de nacelle conforme. Alors que Grant essayait de retirer l'ampoule grillée, la dérive hydraulique provoquait un balancement subtil. La vibration combinée au mouvement de torsion de Grant fit que l'escabeau se déplaça sur la surface de la palette. Le pied de l'échelle commença à glisser vers le bord biseauté de la palette, créant de l'instabilité. Grant a essayé de compenser en élargissant sa posture, mais cela a mis la semelle de sa botte en contact avec le bord incliné où la traction était minimale. Le pied de Grant a complètement cédé.
Il est tombé en arrière de 5,48 m lorsque son avant-bras gauche a heurté l'échelle tombante, redirigeant sa trajectoire pour qu'il atteigne le sol en béton, la tête la première. L'impact principal a eu lieu à l'arrière du crâne de Grant, suivi d'un impact secondaire sur le haut de son dos. L'escabeau a basculé après lui et a frappé sa jambe inférieure. Les blessures de Grant ont été immédiatement catastrophiques. L'impact a causé une fracture crânienne déprimée et une dislocation de la colonne cervicale de C5 à C6, entraînant de graves dommages à la moelle épinière. La chute de l'échelle a causé des fractures du tibia et du péroné. La blessure à la moelle épinière a déclenché un choc neurogénique, provoquant une respiration irrégulière qui a cessé en quelques minutes. Son système cardiovasculaire a commencé à défaillir car les dommages neurologiques ont perturbé les fonctions vitales. Le conducteur du chariot élévateur a immédiatement appelé les services d'urgence, mais les blessures de Grant dépassaient les premiers soins de base. Les travailleurs ont évité de le déplacer en raison de blessures évidentes à la colonne vertébrale, bien que sa respiration se soit déjà arrêtée. Les techniciens médicaux d'urgence ont tenté de dégager les voies respiratoires et de fournir un soutien ventilatoire, mais Grant ne montrait aucun signe neurologique viable. Après avoir suivi les protocoles standards pour un arrêt traumatique, il a été déclaré mort sur place. L'enquête de sécurité a révélé de nombreuses violations des politiques, notamment l'utilisation d'une plateforme improvisée au lieu d'un équipement adéquat, le non-respect de l'accès approuvé à la nacelle et une protection contre les chutes inadéquates. L'entrepôt a mis en place des changements immédiats, y compris la reconfiguration du stockage pour garder l'équipement de sécurité accessible et exiger l'autorisation d'un superviseur pour l'utilisation de l'équipement après les heures d'ouverture. La mort de Grant a été certifiée comme accidentelle, causée par un traumatisme contondant avec une blessure haute à la colonne cervicale suite à une chute industrielle. C'était le 8 janvier 2015, quand Sabrina Cole, âgée de 34 ans, a pris une décision fatale pendant une coupure de courant brutale en hiver dans le Minnesota, qui avait laissé son appartement à Minneapolis sans chauffage pendant plus de 6 heures. Une représentante du service clientèle, connue pour son caractère indépendant et ses compétences ingénieuses en résolution de problèmes, Sabrina vivait seule dans un appartement au 2e étage. Les températures, en dessous de zéro, avaient provoqué la panne du système de chauffage de l'immeuble. Dans le même immeuble, vivait un concierge de 52 ans, dans l'unité en dessous, qui était attentif aux bruits inhabituels, et un surintendant de 60 ans, qui avait précédemment distribué des rappels de sécurité hivernale concernant les dispositifs de chauffage adéquats. Face à la baisse des températures intérieures, Sabrina a récupéré un petit barbecue à charbon de bois de son balcon. Les avertissements du fabricant étaient clairement visibles, indiquant explicitement « usage extérieur uniquement » et détaillant les dangers du monoxyde de carbone associé à la combustion en intérieur. Malgré ces avertissements, Sabrina a installé le barbecue sur des carreaux en céramique près de sa table basse. Elle a placé des serviettes le long des interstices des portes pour éviter la perte de chaleur et a gardé toutes les fenêtres fermées contre le vent glacial. De manière critique, elle avait retiré la pile de son détecteur de fumée des semaines auparavant en raison de fausses alarmes, et son appartement ne possédait pas de détecteur de monoxyde de carbone. Sabrina a allumé le charbon avec un liquide allume-feu. Sans ventilation et toutes les ouvertures scellées, le processus de combustion a rapidement commencé à consommer l'oxygène disponible tout en produisant un gaz mortel, le monoxyde de carbone. Le gaz incolore et inodore s'est accumulé dans l'environnement scellé. Le monoxyde de carbone se lie à l'hémoglobine plus facilement que l'oxygène, réduisant progressivement la capacité de son sang à transporter l'oxygène vital vers les organes. À mesure que les niveaux de monoxyde de carbone augmentaient, les mouvements de Sabrina devenaient plus lents et sa coordination se détériorait. L'intoxication au monoxyde de carbone imite souvent la fatigue, rendant les victimes inconscientes de leur état qui s'aggrave. Finalement, le manque d'oxygène a atteint des niveaux critiques et Sabrina s'est effondrée sur le tapis. Sa respiration est devenue superficielle et irrégulière, alors que son cerveau et son cœur luttaient pour fonctionner avec une livraison d'oxygène sévèrement compromise. Le charbon a continué de brûler, maintenant des concentrations élevées de monoxyde de carbone. Le pouls de Sabrina s'est affaibli à mesure que des arythmies cardiaques se sont développées, évoluant finalement vers un arrêt cardiaque complet. Le voisin du dessous a détecté une légère odeur d'échappement qui s'infiltrait dans la ventilation du bâtiment. Après avoir entendu ce qui semblait être un bruit sourd et n'ayant reçu aucune réponse aux coupes frappées, il a contacté le gardien. Le gardien a utilisé son passe-partout pour entrer et a immédiatement découvert Sabrina inconsciente, avec le grill encore fumant. Il a appelé les services d'urgence tout en ouvrant les fenêtres pour aérer l'espace. Les détecteurs de gaz des pompiers ont enregistré des niveaux de monoxyde de carbone dangereusement élevés.
Ils ont ventilé l'espace tandis que les ambulanciers tentaient une réanimation en utilisant 100% d'oxygène à l'aide d'un masque à valve et ballon. Sabrina a été transportée avec réanimation cardio-pulmonaire continue, mais la privation prolongée d'oxygène avait causé des dommages irréversibles au cerveau et au cœur. Malgré les interventions médicales avancées, elle n'a jamais retrouvé de circulation spontanée et a été déclarée décédée. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était une intoxication au monoxyde de carbone, classée comme accidentelle. L'autopsie a révélé une lividité post-mortem rouge vif, caractéristique associée à une exposition au monoxyde de carbone. Suite à cette tragédie, la direction de l'immeuble a installé des détecteurs de monoxyde de carbone interconnectés dans tous les appartements et distribué des informations complètes sur la sécurité hivernale, soulignant les risques mortels d'utiliser des équipements d'extérieur à l'intérieur. Le rapport d'incident a souligné 2 facteurs critiques: la pile du détecteur de fumée retirée et l'utilisation intérieure d'équipements conçus exclusivement pour un usage extérieur. Ces 2 éléments ont directement contribué à ce décès évitable. C'était le 4 juillet 2018 quand Nolan Pierce, âgé de 28 ans, a décidé d'organiser un feu d'artifice dans le jardin de sa maison de banlieue à Charleston, qui finirait en tragédie. Un commis de cuisine connu pour sa personnalité extravertie et son approche autodidacte, Nolan avait invité des amis et de la famille à célébrer la fête de l'indépendance avec des feux d'artifice aériens de qualité grand public. Parmi ses invités se trouvait son cousin de 30 ans, qui travaillait comme électricien, un voisin de 47 ans qui enseignait dans une école locale, et un ami de 25 ans qui travaillait dans l'aménagement paysager. Tous s'étaient rassemblés pour regarder le feu d'artifice prévu par Nolan. Nolan avait acheté plusieurs obus aériens de 5 pouces et des tubes de mortier, prévoyant un spectacle impressionnant. Cependant, son installation violait les principes de sécurité de base, ce qui allait s'avérer fatal. Au lieu d'utiliser une stabilisation adéquate, Nolan a scotché le tube à mortier à une chaise de jardin en plastique léger placée sur une pelouse inégale. Les instructions du fabricant indiquaient clairement que les tubes devaient être placés sur des surfaces planes et fermes et solidement fixées. Mais Nolan a ignoré ces directives. Les conditions du soir comprenaient des vents soufflant à 8 à 10 miles par heure, avec de l'herbe humide à cause de la pluie précédente. Ces facteurs ont contribué à l'instabilité de son système de lancement improvisé. Nolan avait raccourci la mèche plus que recommandé, croyant que cela créerait un effet lumineux rapide et dramatique. Cette modification réduisait la marge de sécurité, permettant aux opérateurs d'atteindre une distance sûre après l'allumage. Son voisin lui avait suggéré de se déplacer vers l'allée pour une meilleure stabilité, mais Nolan préférait l'emplacement sur la pelouse. Les spectateurs se sont placés à environ 20 pieds, beaucoup plus près que la distance de sécurité recommandée. Quand Nolan a chargé l'obus et allumé la mèche raccourcie, il s'est reculé de seulement quelques pieds. L'impulsion initiale a provoqué le déplacement de la chaise légère, inclinant le tube du mortier loin de l'orientation verticale. La charge de propulsion de l'obus n'a pas fourni une poussée suffisante pour dégager correctement le tube. Au lieu de se lancer vers le ciel, l'appareil a fonctionné à l'ouverture du tube, créant une explosion dévastatrice à courte portée. L'onde de choc et les fragments à grande vitesse provenant de l'obus, du tube et de la chaise ont frappé la poitrine et le cou de Nolan avec une force énorme. L'explosion s'est produite à hauteur de poitrine, maximisant l'impact sur les structures vitales. Nolan a subi des blessures pénétrantes immédiates au haut de sa poitrine droite et à la base de son cou, avec des dommages probables aux gros vaisseaux sanguins, y compris des blessures à la carotide et à la jugulaire. L'explosion a causé une rupture du tissu pulmonaire à cause des ondes de pression. Il s'est effondré immédiatement, du sang rouge vif coulant rapidement de ses blessures au cou et à la poitrine. Sa respiration est devenue superficielle, car ses voies respiratoires étaient compromises par le sang, et son système cardiovasculaire a commencé à défaillir en raison de la perte massive de sang. Son cousin a appliqué une pression directe avec des serviettes, pendant que le voisin appelait les services d'urgence et éloignait les spectateurs des débris fumants. Malgré les efforts pour contrôler le saignement, les blessures vasculaires étaient trop sévères pour les premiers soins de base. Le pouls de Nolan s'est rapidement affaibli et est devenu indétectable, alors que la pression artérielle chutait en raison de l'hémorragie. Sa peau est devenue pâle et froide à mesure que le choc hypovolémique s'installait. Les techniciens médicaux d'urgence ont appliqué des pansements spécialisés, y compris des pansements occlusifs pour la poitrine et de la gaz hémostatique sur les blessures au cou. Ils ont tenté une gestion avancée des voies respiratoires tout en initiant un transport rapide. Malgré une réanimation intensive en cours de route, Nolan a subi un arrêt cardiaque dû à une perte de sang et un traumatisme thoracique. Toutes les tentatives pour rétablir la circulation ont échoué et il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital.
Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était des blessures dues à une explosion avec une exsanguination causée par un traumatisme vasculaire cervical, classé comme accidentel. L'enquête a révélé de nombreuses violations de sécurité, y compris des mortiers non sécurisés, une longueur de fusible modifiée et une distance de sécurité insuffisante. La police a documenté la scène et a rappelé à la communauté les consignes de sécurité concernant les feux d'artifice. La famille a éliminé les feux d'artifice restants et l'association de quartier a par la suite diffusé des directives de sécurité complètes pour les célébrations futures. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.